Bonjour à tous, bonjour à toutes. Hugo Lambert, j'ai fondé il y a quelques années le Lab Territorial, qui est une plateforme collaborative sur les sujets de développement économique. Et je vais donc animer la première partie de la conférence Croissance ou Résilience entre les deux mon cœur balance, en présence du coup d'Alexandre Monin et de Thomas Binet, que j'invite d'ailleurs à me rejoindre en tout cas sur scène. Cette conférence, nous avons souhaité la thématiser sur cette question-là, notamment suite, on va dire, aux 12 derniers mois un peu chargés en termes d'actualité, puisque on oppose maintenant... Je peux enlever mon masque? C'est bon. D'accord. Donc effectivement, hein, la question du modèle de développement territorial entre deux logiques qui structurent un certain nombre d'échanges entre un modèle de croissance qu'il nous faut peut-être réinventer et la résilience, une thématique qui est difficile non seulement à comprendre mais surtout à opérer sur un territoire. Il nous a semblé intéressant du coup de structurer un temps d'échange en deux temps. Une première partie peut-être ce matin qui nous permettra de mieux comprendre quels sont les tenants et aboutissants de ces deux dimensions, d'une part la croissance et d'autre part la résilience. Et cet après-midi peut-être un temps un peu plus opérationnel, en lien avec d'une part des institutionnels du développement économique territorial et d'autre part des entrepreneurs qui sur les territoires proposent des solutions pour basculer un certain nombre de modèles de développement économique territoriaux. Alexandre, vous êtes docteur en philosophie, enseignant-chercheur à l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand. Vous êtes également directeur de Origence Media Lab et enfin directeur d'un nouveau master qui vient de s'ouvrir cette année, stratégie et design pour l'Anthropocène. Pouvez-vous nous présenter peut-être rapidement vos activités et travaux? Bien sûr, donc merci beaucoup pour cette invitation. Je voudrais remercier aussi Élodie Liobet qui ne pouvait pas être avec nous, compte tenu de la situation justement, qui est une ancienne étudiante de l'école où j'enseigne actuellement. Alors juste petite précision, je suis directeur de la recherche d'Origence Media, mais effectivement au sein d'Origence et dans le cadre aussi de mes activités à l'école de management de Clermont, je travaille avec des collègues sur les questions liées à l'Anthropocène, que je vais définir évidemment dans un instant, qui est la nouvelle époque géologique dans laquelle nous sommes rentrés, marquée par des conséquences que vous connaissez bien, hein, le changement climatique et tout ce dont on parle aujourd'hui beaucoup et qui évidemment change un petit peu l'horizon qui est le nôtre. Et donc par rapport à ça, je développe des initiatives et des projets pour essayer de trouver des réponses. Je ne dis pas des solutions parce qu'on ne va pas faire disparaître les problèmes avec des solutions, mais d'apporter des réponses à la fois aux organisations et aux institutions qui aujourd'hui n'ont pas forcément justement les réponses adaptées et qui n'ont pas forcément non plus d'interlocuteurs pour leur apporter les réponses adaptées. Donc voilà, on travaille essentiellement sur cette question, mais j'aurai l'occasion évidemment dans un instant d'en dire plus. Très bien. Justement, sur cette peut-être thématique, cette relation entre croissance et résilience, peut-être pouvez-vous nous faire une petite introduction de ce sujet-là, afin qu'on comprenne bien quelle est la relation entre les deux et peut-être vers quoi nous nous dirigeons, en tout cas nous en tant que territoire, mais également en tant qu'institution ou organisation privée. Bien sûr, merci beaucoup pour cette opportunité. Alors, je vais repartir de la question que je mentionnais à l'instant, qui est la question de l'Anthropocène, très rapidement, pour expliquer un petit peu l'époque dans laquelle nous sommes entrés, le contexte plus général qui est le nôtre. Parce qu'évidemment, il faut comprendre ce contexte-là pour comprendre justement pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, pourquoi aussi vraisemblablement on a la crise de la Covid dans laquelle nous sommes toutes et tous pris depuis maintenant des mois, et pourquoi nos perspectives sont de ce fait largement bousculées. C'est un petit peu, je pense, la thématique aussi de cette rencontre. Alors, l'Anthropocène, pour le dire très vite, c'est une époque géologique définie par, au départ, donc la communauté des géologues, mais qui s'entend de manière plus large comme un changement, on va dire, de trajectoire du système Terre. C'est-à-dire, c'est une nouvelle époque géologique au sens où on considère que les activités humaines en général, de ce qu'on appelle parfois la civilisation thermo-industrielle, eh bien, ces activités ont maintenant des effets à l'échelle de la planète. Et ces effets marquent finalement une situation où l'être humain, on va dire ça comme ça pour le moment, affirme sa maîtrise et en même temps c'est une époque qui est marquée aussi par la déprise dans la mesure où
l'être humain n'est pas non plus capable de faire face aux conséquences qu'il a lui-même déclenchées du fait de son activité. Donc c'est une ère un peu paradoxale de ce point de vue, qui est une ère marquée par la maîtrise et aussi par la déprise, d'une certaine façon. L'Anthropocène, on définit l'Anthropocène aussi à travers ce qu'on appelle les limites planétaires, c'est-à-dire des limites de certains systèmes internes au système Terre, liés par exemple à des paramètres qu'on a quantifiés depuis quelques années maintenant, comme le changement climatique, l'acidification des océans et un certain nombre d'autres paramètres. Et ces paramètres définissent des seuils finalement, et si on franchit ces seuils, on sait que en fait, ce qui est en cause, c'est tout simplement la survie de l'espèce humaine au cours des prochaines décennies ou des prochains siècles. Donc évidemment, ça change beaucoup les perspectives que l'on peut avoir. Et puis ce sont des alertes ici qui sont des alertes qui ne sont pas lancées par des partis politiques. Ce sont des alertes qui sont lancées par des scientifiques, par le GIEC, par des instances internationales qui se réunissent à l'occasion des COP. Vous vous souvenez très certainement de la COP 21 à Paris qui avait débouché sur les accords de Paris. Donc ce sont des alertes d'une autre nature. Ce ne sont pas les alertes traditionnelles, ce ne sont pas des alertes simplement internes au débat politique, mais sont des alertes véritablement scientifiques qui doivent donc nous questionner. Il y a un philosophe, anthropologue et sociologue à la fois français, Bruno Latour, très, très connu dans le monde entier, qui présente l'Anthropocène et les questions que celui-ci déclenche de la manière suivante, dans un petit livre que je vous conseille d'ailleurs, qui s'intitule « Pour atterrir », qui est vraiment un livre d'un petit format qui est fait pour être accessible à toutes et tous, qui se veut une boussole à l'ère justement de l'Anthropocène. Une boussole pour essayer de comprendre finalement les conséquences de ce sol qui se dérobe sous nos pieds et qui change complètement nos conditions d'existence et donc nos projections dans l'avenir. Et Bruno Latour, dans ce petit livre, donc, pose la question « Où atterrissons-nous ?» Et il définit en fait plusieurs attracteurs. Je vais en garder simplement quelques-uns pour schématiser. Il explique que finalement, depuis la révolution scientifique on va dire du XVIIe siècle, depuis la révolution industrielle, donc fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, eh bien, nous sommes orientés vers le développement, vers ce qu'il appelle le globe, et c'est-à-dire qu'on pense que nous habitons un globe qui peut accueillir nos activités économiques, nos activités industrielles, et que ce globe finalement est suffisamment grand, suffisamment large pour pouvoir justement porter ces activités. C'est une sorte de vision aussi d'une nature qui nous fournirait tout ce dont nous avons besoin pour notre développement. Or, aujourd'hui, avec l'Anthropocène, ce dont on se rend compte, c'est que la Terre, finalement, ne fonctionne pas de cette manière-là, ne peut pas absorber nos activités, ou en tout cas, on ne peut plus rejeter nos activités les conséquences de nos activités dans un environnement qui pourrait les absorber. Finalement, l'environnement n'existe plus puisqu'il n'y a plus rien pour les absorber. Les effets négatifs de nos activités, nous les reprenons en pleine figure. Et c'est ça, finalement, qui est intéressant à la perspective de l'Anthropocène, c'est la disparition de la notion d'environnement. Il n'y a plus rien qui nous environne. Finalement, nos activités ont des effets et, en retour, nous les subissons. Et donc, il explique que cette orientation vers le globe est quelque chose, finalement, l'orientation vers un attracteur qui était hors sol. Nous n'habitons pas, finalement, cette planète que nous croyions autrefois habiter. Et il propose un nouvel attracteur, c'est l'attracteur de la Terre. Et il dit, voilà, il faut apprendre à vivre sur la Terre telle qu'elle est réellement, telle que les scientifiques aujourd'hui du système Terre nous l'apprennent. Et c'est une Terre très différente et qui peut porter d'autres activités, mais pas forcément celles que nous avons développées jusqu'ici. Et donc, conséquemment, pas forcément les modèles économiques que nous avons développés, les modèles techniques que nous avons développés, les infrastructures que nous avons développées. Et donc, ça nous oblige à tout repenser. Et c'est évidemment ça qui est très compliqué. Et je vais y revenir par rapport à cette difficulté. Et donc, il nous dit qu'il faut apprendre à vivre sur Terre. Alors, il ne l'ajoute pas dans ce livre-là, mais il en parle dans d'autres livres, parce que ce n'est pas un livre spécifiquement sur l'Anthropocène, mais l'enjeu, ce n'est pas simplement d'apprendre à vivre différemment sur Terre. L'enjeu, c'est d'apprendre à vivre aussi sur une nouvelle Terre. Ce n'est pas apprendre à vivre sur une Terre virginale et on recommencerait finalement à neuf le développement, un autre développement sur de nouvelles bases, puisque l'enjeu, c'est que ce hors-sol qui a orienté nos activités, nous l'avons finalement construit.
Ces infrastructures que je mentionnais, ces techniques, ces modèles, eh bien, ce sont ceux qui aujourd'hui façonnent le monde dans lequel nous sommes, et de manière tout à fait matérielle. Et c'est bien d'ailleurs une grande partie du problème. Donc le hors-sol, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une illusion simplement, c'est quelque chose qui a été façonné pendant 2 siècles et demi, 3 siècles, et maintenant nous en héritons. Donc la vraie grande question, c'est la question de l'héritage. Donc il faut apprendre effectivement à vivre sur Terre, et en même temps, il faut apprendre également à hériter de ce globe dont on sait qu'il ne pourra pas fonctionner très longtemps, mais c'est aussi la Terre sur laquelle nous vivons. Et d'où le paradoxe de la situation actuelle, à savoir que nous dépendons, et la crise de la Covid l'a montré, directement de ces infrastructures. Et si les choses s'arrêtent, il en va tout simplement de la survie d'un grand nombre de personnes pour gagner leur pitance, voilà, ils doivent s'insérer dans des modèles économiques, des situations qui font que ça ne peut pas s'arrêter d'un coup. On l'a vu notamment avec des exemples assez dramatiques en Inde, où du jour au lendemain, des gens qui n'ont pas d'emploi, mais ont des tâches précaires journalières, se sont retrouvés sans rien. Donc la question de leur subsistance était directement posée, mais c'est pareil aux États-Unis. La situation d'un Indien, la situation d'un Américain, évidemment, est très différente. Pour autant, si vous êtes Américain et que vous perdez votre emploi, que votre emploi s'arrête, vous n'avez plus de sécurité sociale, vous n'avez plus de santé, vous n'avez plus d'accès à la santé, etc., etc. Donc tout s'arrête. Vos conditions de subsistance s'arrêtent. Donc on est immédiatement dépendant de ces modèles, de ces infrastructures, dont on sait en même temps qu'à moyen ou long terme, elles ne sont plus viables. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette situation? On en dépend, on ne peut pas simplement claquer des doigts et dire voilà, on va les faire disparaître, parce qu'on ne saurait pas le faire. Et en même temps, elles ne sont pas non plus viables à une plus large échelle, parce que la Covid, c'est une chose, évidemment, mais derrière la Covid, il y a des problèmes beaucoup plus englobants, beaucoup plus forts, malheureusement, et ce sont les problèmes liés au changement climatique, à la baisse de la biodiversité, etc. On parle beaucoup du climat, mais la baisse de la biodiversité, potentiellement, c'est beaucoup plus dramatique, en fait, que le réchauffement climatique. Voilà. Ça, c'est un premier point que je voulais faire. Maintenant, comment ce problème-là est cadré, finalement? Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a posé ce diagnostic préalable? Alors, je vais commencer par rappeler, et ça va me permettre d'avancer différents arguments, comment c'est cadré, mais très rapidement, hein, je vais aller vite, au niveau de la gouvernance mondiale. Parce qu'évidemment, ce sont des questions, je l'ai dit, très englobantes. Ce sont des questions extrêmement vastes, et on peut se dire, bon, moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire face au réchauffement climatique? Qu'est-ce que je peux faire face à la baisse de la biodiversité, etc. J'ai parlé tout à l'heure de la COP21. Effectivement, la gouvernance mondiale, depuis des années, des décennies même maintenant, si c'était la COP21 en 2015, vous comprenez bien qu'il y a eu 20 COP avant celle-là, qu'il y a eu des COP depuis, on en est à la COP 26, et donc ça fait minimum 26 ans qu'on s'intéresse à ces questions. 26 ans que les COP existent, donc on s'y intéressait d'ailleurs avant que les COP existent. Donc on s'y intéresse depuis maintenant plusieurs décennies. Au niveau de la gouvernance mondiale, on a une sorte de paradoxe, qui est qu'on a des institutions qui s'intéressent à ces questions. Le GIEC, bien sûr, qui alerte et informe les décideurs au niveau mondial, mais pas seulement. On a des institutions qui s'intéressent à ces questions et qui essayent principalement, je m'appuie ici sur les travaux d'un politiste allemand, mais qui a travaillé en France, Stéphane Aïkout, qui a publié un petit livre que je vous conseille, La climatisation du monde en 2020. En plus, en ce moment, il est gratuit, donc n'hésitez pas. Et il nous dit que finalement les approches de ces institutions sont des approches, je dirais, qui se déploient en aval du problème. C'est-à-dire on va se poser la question, grosso modo, de la décarbonation. Quand on parle du réchauffement climatique, on parle de la densité des particules de carbone dans l'atmosphère qui entraînent un réchauffement pour aller très très vite. Et donc il faut essayer de dédensifier tout ça. Évidemment, ces particules, elles ne sont pas là pour rien, elles sont là du fait du développement industriel, économique, etc., que la planète a connu au cours des derniers siècles. Et donc, on a des institutions qui sont focalisées, effectivement, sur la question de la décarbonation. Et puis, on a d'autres institutions au niveau mondial, et il n'y a pas de percolation entre les deux. C'est ça qui est important à comprendre. Le FMI, l'OMC, etc., qui, elles, essayent au contraire d'assurer la survie économique du système mondial, la sortie de la pauvreté de certaines régions, la diminution des inégalités, sans forcément y parvenir, enfin avec des agendas qui sont contrastés par ailleurs sur ces questions, peu importe. En tout cas, on va dire de maximiser le développement et la croissance. Et donc, on est dans ce paradoxe qui est qu'au niveau stratégique, on développe le développement et la croissance d'un côté en amont,
et on a des institutions pour, et en aval, on a des institutions qui viennent jouer les sapeurs-pompiers pour essayer de décarboner l'économie. Donc on met du carbone dans l'atmosphère avec les premières institutions, on essaye de l'enlever avec les secondes. Et il n'y a pas de relation entre les deux. Encore une fois, il n'y a pas de relation entre les deux. Hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs que ça ne marche pas très bien et que malgré ces COP et toutes ces affaires, on continue à déposer du carbone dans l'atmosphère et que la température ne baisse pas et ne cesse de monter de plus en plus vite. Et nous avons donc effectivement un problème. Donc cette logique amont-aval, je dirais que c'est une logique où on a finalement une stratégie. Et la stratégie, c'est une stratégie autour de la croissance. Et on a une tactique ensuite qui est d'essayer d'éponger finalement les conséquences de cette croissance. Mais de ne pas forcément avoir les capacités d'intervenir, là encore, au niveau stratégique. Cet élément est très important, notamment parce que ça permet de comprendre pourquoi les solutions à base d'innovation, et en particulier d'innovation technologique, sont largement favorisées par ces institutions. Si vous n'avez pas la main sur les choix stratégiques, qu'est-ce qui vous reste finalement comme choix opéré ? Le fait de vous dire peut-être qu'une solution miracle va venir de l'innovation, de la technologie, parce que finalement les autres possibilités sont fermées, elles sont obérées. Elles ne sont pas disponibles. Et d'où le fait qu'effectivement, on va essayer de cadrer les réponses apportées à ces problèmes, plutôt en parlant d'innovation et en parlant de technologie. Alors, ça suppose qu'il soit possible de réaliser quelque chose que les scientifiques nous, déclarent à peu près impossible, malheureusement, c'est-à-dire le découplage entre la croissance et le développement, entre la croissance et les conséquences environnementales. Le découplage, c'est le fait de dire, en améliorant les technologies, en améliorant les dispositifs, eh bien, on va pouvoir continuer à croître d'un côté et ne plus émettre de carbone de l'autre. C'est le découplage. Et effectivement, cette logique, c'est d'avoir d'un côté les institutions qui poussent à la croissance, et d'autre part les solutions technologiques ou autres, innovantes, entre guillemets, on pourra y revenir plus tard, qui font que effectivement ce rôle de sapeur-pompier, il va pouvoir être effectivement tenu. Or, malheureusement, les scientifiques nous indiquent que le découplage est largement une illusion. Et pourtant, c'est ce qui irrigue encore nos politiques. On pourrait se dire, de la même manière, si le découplage va se produire, c'est parce qu'on va réussir à dématérialiser nos dispositifs. Et le numérique peut intervenir ici. C'est toute la thématique. Alors, je sais qu'à Dijon, il y a beaucoup de travaux là-dessus, sur la Smart City, par exemple. Le numérique va réussir, finalement, à nous permettre de dématérialiser nos process, nos infrastructures, au plan logistique ou autre, et donc on va réussir à découpler. Malheureusement, là encore, les études montrent qu'il n'y a pas de dématérialisation due au numérique, il y a des changements de matérialisation. C'est très matériel, le numérique, simplement. Effectivement, c'est l'exemple de Blockbuster, le concurrent de Netflix. Blockbuster avait des magasins, ils vendaient des DVD. Netflix est arrivé, on peut se dire, on a dématérialisé Blockbuster et maintenant on a gagné. Sauf que comme Netflix, c'est 15% du trafic Internet mondial, ça représente une consommation absolument considérable. On a changé le lieu de la matérialité, on a changé les conditions de la matérialité, mais on n'a pas dématérialisé. Et les scientifiques qui ont étudié ces questions, en prenant plusieurs industries et plusieurs domaines, montrent que sur des décennies, il n'y a pas eu de dématérialisation. Et eux concluent, alors on peut discuter après de leur conclusion, qui est prospective, mais qu'il n'y aura pas, tout simplement, de dématérialisation. Aussi du fait de l'effet rebond, je n'en parlerai pas forcément là maintenant, mais on pourra y revenir. Pour le dire vite, plus vous économisez, plus vous dépensez. Parce qu'après, ça devient tellement facile d'utiliser les technologies que vous les mettez partout. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes techniques, c'est un peu compliqué. Une manière d'aborder ces questions-là, et pas forcément cette fois-ci par les institutions internationales, mais justement par les organisations, par les entreprises notamment, c'est, vous le savez très bien, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Or, le souci de la RSE, c'est que, pour prendre un exemple, la RSE s'intéresse à des externalités. Il y aurait d'un côté l'activité des entreprises et d'autre côté les conséquences de ces activités. Je prends un exemple très simple, c'est un exemple réel, je ne vais pas donner de nom du tout, mais c'est un exemple qui se pose. Imaginons que vous êtes un fabricant de chocolat. Tout le monde aime le chocolat ici. En général, tout le monde aime le chocolat. Imaginons que vous soyez un fabricant de chocolat. Pour fabriquer du chocolat, il faut déforester. Et notamment, ce qui se passe, c'est qu'on déforeste en Afrique et malheureusement, on détruit pour ce faire l'habitat des éléphants.
Vous allez me dire, détruire l'habitat des éléphants, c'est quand même un petit peu lointain, ce n'est pas forcément le problème le plus grave qui se pose. Effectivement, vu comme ça, c'est une externalité négative. Malheureusement, pour faire du chocolat, il y a ce problème qui se pose et on peut essayer de trouver des moyens de le régler. Alors, il y aurait quelque chose à dire sur le fait de dire qu'on pense en termes d'externalité de quelque chose d'externe. En soi, ça peut poser question. Je ne vais pas forcément le développer ici, mais la situation actuelle n'est plus, je dirais, celle-là. La situation actuelle n'est plus simplement de se poser la question des conséquences négatives localement de certaines de nos activités. C'est qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y a un problème à déforester pour fabriquer du chocolat, c'est que en fait, ça ne va bientôt plus être possible de déforester pour fabriquer du chocolat, parce qu'on a déjà déforesté. Donc il ne reste plus forcément de forêt à déforester, et qu'en plus, là, on avait des cacaoyers, même maintenant, il fait trop chaud pour les cacaoyers, et donc à l'avenir, ça va poser largement problème. Donc ce n'est plus un problème externe à l'activité de notre entreprise qui fait du chocolat, c'est un problème en fait interne. C'est un problème non pas de RSE, mais ça devient un problème stratégique. C'est son activité première, son activité principale, aujourd'hui et demain, qui est en cause. Donc comment cette entreprise se positionne par rapport à ça? Là, on n'est plus dans une question de morale, de charité, de RSE, ce genre de choses. Là, on est dans des questions stratégiques qui touchent au cœur des organisations. Alors, ce que j'appelle, moi, donc ici, là, des internalités. Alors, vous avez plusieurs réponses par rapport à ça. Une première réponse, ça peut être d'opérer une diversification. Il y a en 2019, à la Biennale internationale du design, à laquelle je participais avec un collègue, un représentant d'un fabricant de ski français, alors c'est public, mais je ne vais pas le citer, ce n'est pas forcément nécessaire, le designer en chef en fait, de ce fabricant de ski français expliquait que en fait, le fabricant de ski considère au niveau prospectif que l'activité du ski est très problématique pour l'avenir. Vous savez qu'aujourd'hui, les stations de ski sont dans un mauvais état au plan économique, n'ont pas forcément de bonnes perspectives. Il y a de moins en moins de neige, il y aura de moins en moins de neige. Ce n'est pas simplement ça, mais dans les Alpes, par exemple, ce sont les montagnes qui s'effondrent parce que le permafrost, qui est la glu qui tient la montagne, fond. Donc il y a des pans entiers de montagnes qui s'effondrent. Donc ça va être très compliqué de continuer à skier. Puis il y a d'autres problèmes par ailleurs liés au ski, qui est plutôt un sport de personnes un peu âgées. Les jeunes ne skient plus, ils n'ont plus les moyens non plus de skier, etc., etc. Et donc notre fabricant de ski se dit, finalement on va diversifier notre activité, on va aller sur la mode, on va faire du streetwear. C'est intéressant, effectivement, c'est une réponse intéressante. Après, au plan stratégique, la difficulté de ça, c'est que vous allez sur un secteur, un segment, la mode, qui en fait a un impact environnemental absolument désastreux, qui a une empreinte carbone qui est absolument désastreuse et qui est de plus en plus stigmatisée et pointée du doigt. On parle parfois de shaming, de honte liée au fait de prendre l'avion, et de plus en plus maintenant, il y a une honte liée au fait d'acheter des fripes, des vêtements qui ont été faits pour pas cher, qu'on peut d'ailleurs s'acheter parce qu'ils ne coûtent pas cher. Par contre, leur coût environnemental, lui, il est extrêmement élevé. Donc c'est le problème de l'anthropocène. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait plus d'environnement, il n'y a plus d'extériorité. On subit directement les effets de nos activités. Il n'y a pas non plus de secteurs virginaux, intouchés, qui sont comme ça des terres vierges que l'on pourrait investir et qui échapperaient justement à l'ensemble de ces problèmes. Quand on passe d'un secteur, on passe d'un secteur qui peut avoir des problèmes à très court terme, mais on va aller sur un secteur qui aura des problèmes à minima, à moyen terme, voire éventuellement à long terme. On ne va pas échapper à cette perspective. D'où le fait effectivement d'être en capacité de se poser des questions stratégiques. Autre anecdote, et je vais presque finir là-dessus, et puis on pourra continuer, il y a plein de choses à dire dans la discussion. Je vais parler un petit peu de levier d'action derrière, et puis on pourra développer ça. Mais autre anecdote pour vous dire la difficulté dans laquelle se trouvent les entreprises aujourd'hui. Et je dis ça pas du tout pour les stigmatiser, mais pour dire, voilà, il faut voir cette difficulté avec les yeux grands ouverts pour être en capacité justement d'apporter un appui adapté à la situation que l'on vit. Une fédération française d'un sport de glisse qui se pratique en montagne a demandé il y a quelque temps à un cabinet de consulting, parce qu'elle voit bien justement, à cause des raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, que ce sport a des soucis. Et donc elle se pose des questions sur son avenir. Et elle a demandé à un cabinet de consulting international, très connu. Je ne donnerai pas le nom là non plus, mais c'est 42 milliards de dollars de chiffre d'affaires, environ 330 000 collaborateurs,
Donc vraiment un gros cabinet qui a pignon sur rue et qui a l'habitude d'accompagner justement les collectivités, les entreprises, tout un ensemble d'acteurs et finalement d'être un pourvoyeur de solutions. Et ce cabinet dit à notre fédération, bon écoutez, face à l'Anthropocène, ce dont vous avez besoin, c'est un nouveau logiciel de CRM. Et j'imagine que le cabinet a été grassement payé. Moi, on m'aurait posé la question, j'aurais demandé moins d'argent et j'aurais donné une meilleure solution. Le plus intéressant là-dedans, c'est pas que le cabinet, finalement, le cabinet, en fait, il apporte une réponse qui est une réponse mainstream, qui est la réponse, finalement, qu'on attend de lui. Et je dirais, pour le coup, est-ce qu'on a besoin de donner de l'argent à des gens pour qu'ils vous apportent une réponse que vous pouvez trouver vous-même? Alors, je le dis aux collectivités et à un certain nombre d'acteurs, je laisse la question de côté. Il y aurait sans doute des débats à avoir, mais on pourra en discuter entre nous. Ce qui valide le fait que le cabinet donne une réponse comme ça, c'est qu'il demande beaucoup d'argent. Ce n'est pas l'intérêt de la réponse, c'est la somme qu'il demande qui valide le fait que c'est cette réponse qu'il apporte. Bref. Ce que j'appelle, moi, un vide stratégique. C'est-à-dire le fait vraiment de donner une réponse qui est complètement inadaptée et qui est en plus une réponse que n'importe qui pourrait donner. C'est comme si vous dites à une entreprise... Pardon, mais j'ai fait ma thèse sur l'architecture du web, j'ai travaillé chez INRIA, pendant 3 ans j'étais chercheur chez INRIA, etc. Donc le numérique je connais bien, j'ai des activités à côté. C'est comme si vous dites à une entreprise, bon ce qu'il vous faut maintenant, pour vous c'est la transition numérique. Tout le monde dit ça. Donc il n'y a aucune valeur ajoutée à dire ça. Juste un exemple. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la fédération en question a été peu satisfaite de la réponse qui a été apportée. Et c'est très bien qu'elle n'ait pas cédé justement à l'injonction, parce que si vous avez payé, c'est difficile de dire, bon, une fois que j'ai payé, c'est dur de dire la démarche n'était pas la bonne, il faut que je demande à quelqu'un d'autre, que je recommence en termes de temps, en termes d'argent, c'est compliqué. Et néanmoins, c'est la décision qui a été prise. Ils ont été insatisfaits par cette réponse. Ils ont compris qu'effectivement, stratégiquement, ça ne collait pas. Et donc, ils sont passés d'une demande adressée à ce cabinet à une demande adressée à une designer, que je connais. C'est comme ça que je connais l'anecdote. Donc, ils sont passés de 42 milliards de chiffre d'affaires, 330 000 collaborateurs, à cette designer, chiffre d'affaires très très inférieur à ça, profil très très différent, pour qu'elle, finalement, se lance dans une enquête et reprenne la question à bras-le-corps, parce que justement, ce ne sont pas des questions, ces questions-là qui sont posées aujourd'hui, auxquelles on peut apporter des réponses prémâchées. Ce sont des questions véritablement stratégiques et donc ça suppose de faire tout un travail un peu inédit pour repenser complètement les approches qu'on doit développer et les réponses qu'on doit apporter. Et parfois, c'est beaucoup plus facile de le faire avec quelqu'un comme ça, qui est une personne isolée, qui a des compétences, mais qui va vraiment faire ce travail à nouveau frais, plutôt que de demander à des gens qui ont des cadres, et c'est normal, qui imposent des cadres, mais qui eux-mêmes, en fait, sont les premiers à avoir des difficultés à sortir de ces cadres, puisqu'ils les imposent aux autres. Donc de passer du vide stratégique, qui a pignon sur rue, à un travail véritablement stratégique qui demande de rouvrir les questions à nouveau frais et donc de mener des enquêtes. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, les institutions, les organisations sont dans une démarche d'enquête et ont besoin de cet accompagnement. Alors, par rapport à ça, nous, on a développé un projet qui s'appelle le projet Closing Words, qui se décline aujourd'hui à travers, et merci de l'avoir mentionné, un master qui s'intitule Stratégie et Design pour l'Anthropocène, où justement on forme de nouveaux profils qui sont amenés à opérer ce qu'on appelle, nous, une redirection écologique. On ne parle pas de transition écologique, parce que la transition écologique, elle a fait la preuve de ses limites, mais une redirection écologique beaucoup plus profonde, et donc on travaille avec des collectivités. Bientôt, on accompagne une ville de 150 000 habitants, avec des collectifs, avec des entreprises aussi, qui nous posent des questions, qui nous passent des commandes, à nos étudiants notamment, pour répondre à des questions auxquelles personne ne sait répondre aujourd'hui, mais qui sont les questions importantes du moment. Et ce sont des entreprises qui posent ces questions-là. Alors peut-être qu'on approfondira peut-être cette dimension. Peut-être en réaction, Thomas Binet, vous êtes, et merci pour cette introduction, vous êtes entrepreneur, consultant et également agriculteur. Peut-être pouvez-vous déjà présenter un peu vos activités et ensuite partager votre vision par rapport à ce qui a été évoqué autour du développement territorial et des différents enjeux que pose aujourd'hui cette notion de croissance et de résilience.
Bien, bonjour à tous, merci. Donc, nous, on propose des solutions de CRM pour la transition numérique. Non, je blague. En fait, donc moi j'ai fondé un cabinet, un bureau d'études qui est spécialisé sur la mesure d'impact socio-économique et environnemental, avec dans l'idée de commencer par mesurer et de poser des priorités pour faire les bons choix. En tout cas, essayer de faire les meilleurs choix possibles. Donc, on s'intéresse à tout ce qui est lié aux retombées socio-économiques de nos activités sur le territoire et comment cette meilleure connaissance du lien socio-économique, des ancrages territoriaux et des retombées peut permettre de s'engager dans une redirection. Moi, j'utilise encore le terme de transition. Je trouve qu'il a des bons aspects, mais il en a des moins bons. Mais en tout cas, pour s'engager dans une démarche plus écologique et plus durable. Donc, on travaille pour un certain nombre de collectivités en France et beaucoup à l'international sur voilà, les questions qu'on se pose, c'est cette notion de découplage. Moi, j'ai fait ma thèse sur en économie de l'environnement, qui est déjà assez paradoxal, puisqu'on cherche à évaluer des choses qui sont liées à l'environnement et d'essayer de poser les choses qui sont les moins nuisibles possibles, voire essayer de travailler dans une démarche plus de contribution. Voilà, donc on a beaucoup de travail, on se pose beaucoup de questions. Simplement pour réagir sur cette notion de croissance, alors moi j'ai bêtement pris le titre de la session et puis je me suis interrogé là-dessus. Notamment sur le sujet de la croissance, en fait, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je voulais juste partager deux petits points sur cet aspect-là. Pour moi, je suis toujours frappé, pour parler des indicateurs d'abord, de l'hégémonie du PIB. Alors, on en entend parler. On nous a rebattu les oreilles avec ça pendant le confinement à coups de tribunes sur comment sortir de la croissance, etc. Je crois qu'en effet, l'indicateur PIB, c'est assez frappant de voir qu'il distille son pouvoir jusque dans les territoires. Et en fait, pour un État, je comprends les notions du poids du PIB quand il s'agit d'emprunter de l'argent à taux négatif et des choses comme ça. Pour un territoire, je m'interroge encore. Et notamment, je me posais la question, et je voulais vous poser la question, qui ici connaît le PIB de son territoire? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous connaissez le PIB de votre territoire? À peu près, hein, je vais pas vous le demander à la virgule près, mais voilà. On a eu une Perse. Au conseil régional? À l'échelle régionale, ouais. Donc là, parce que vous avez ça un peu dans les brochures. Et ben voilà, c'est assez frappant de voir que tout le monde parle du PIB et que ici, à l'échelle d'un territoire, avec des acteurs du territoire, on n'a pas de conscience, pas de connaissance du PIB. Enfin, moi, je trouve que c'est assez frappant. Alors ça se mesure, c'est pas hyper facile à mesurer, mais ça se mesure, ça se fait, voilà. Mais bon, ça c'était le premier point et je trouve que c'est aussi pour moi, et je l'ai lu dans aucune tribune, pourtant j'en ai lu pas mal des tribunes pendant le confinement, comment sortir du PIB, enfin je pense qu'il y a la notion d'indicateur, c'est comment sortir du PIB, je pense que ça se passe à l'échelle régionale, ça se passe à l'échelle territoriale, ça se passe à l'échelle régionale. Ceci dit, je ne pense pas qu'on change de système en changeant les indicateurs, malgré tout ce que peuvent dire beaucoup d'économistes. Juste sur un aspect juste que je voulais partager, ce qui me frappe aussi, c'est de voir, et alors j'espère découvrir des nouveaux outils, j'espère découvrir autre chose pendant ces 2 jours en votre présence, je resterai là jusqu'au bout, sur les outils de la création, de la captation de valeur ou de richesse. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde utilise les mêmes outils. On parle de zone d'activité, on parle de spécialisation, on parle de compétition entre territoires pour essayer de récupérer le plus de valeur et de la shipper à l'autre. Alors il y a quand même des grandes tendances de l'économie territoriale où on parle d'un côté de production, d'espace productif, et de l'autre côté donc d'économie productive et d'économie présentielle.
C'est Laurent Davézy qui a introduit à travers la théorie de la base la notion d'économie présentielle. Et puis on se rend compte que des territoires productifs, des métropoles vont chercher plus à créer de la richesse, quand d'autres vont chercher plutôt à capter de la valeur par la présence de leur population. Moi je m'interroge un peu sur est-ce qu'il existe d'autres outils, d'autres leviers à disposition des développeurs pour essayer de penser les choses un peu différemment. Je suis quand même surpris qu'on utilise les mêmes outils alors qu'il y a de telles différences entre territoires. Et un dernier point que je trouve important aussi, puisqu'on parle de croissance, c'est de parler alors de décroissance, mais pas de la décroissance. Encore une fois, je tape sur les tribunes, je suis désolé, j'ai une manie en ce moment. De la décroissance des territoires, en fait. J'ai l'impression que c'est un sujet tabou, ici en France, de parler de territoires en décroissance. Et alors que, a priori, ce que les chiffres sont que ça toucherait environ un tiers des villes, un tiers des territoires. Moi, je pense qu'il y en a même plus que ça. Mais et ce qui me surprend, c'est est-ce qu'on doit proposer les mêmes outils qui sont basés sur la croissance, la production, la création de richesses pour des territoires qui sont en décroissance? Et est-ce que ces outils sont pertinents pour ces territoires qui sont en décroissance? Donc, lever les tabous. Il y a des projets de recherche sur les shrinking cities, par exemple, qui sont ces villes en rétrécissement. Voilà. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites, beaucoup de choses qui sont faites à l'échelle européenne. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins en France. En tout cas, moi, je serais intéressé d'en savoir un petit peu plus. Merci pour ces éléments. Donc effectivement, on voit bien peut-être l'inadéquation de mesures autour du PIB, la question des outils, outre le CRM qui se révèle peut-être inadapté pour gérer un certain nombre de sujets. Alexandre, de votre côté, vous avez évoqué lors d'une de vos dernières tribunes l'avènement de la dernière start-up. Vous parlez également de désinnovation, peut-être pour faire écho à ce que vient d'évoquer Thomas sur justement le lien entre croissance, décroissance, progrès technique ou absence de progrès technique au regard des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, déjà, merci beaucoup pour cette intervention. Je rebondis juste là-dessus, ça me permet de répondre à la question en même temps. Aujourd'hui, il y a des travaux de recherche sur la question du Juste le rapprocher un peu. C'est bon? Ah, ok. Merci. Il y a des ah oui, c'est bien. Il y a des travaux de recherche sur la question notamment du métabolisme territorial. Il y a des questions de recherche sur la question il y a des enjeux, pardon, des travaux de recherche sur la question du métabolisme territorial. Qui essaye justement de regarder quelles activités on peut développer sur un territoire en fonction des ressources qui sont présentes, y compris des activités industrielles. Quelles activités peuvent s'avérer viables dans les prochaines années, ce qui est évidemment important par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la question de la décroissance, puisqu'il y a aussi des territoires qui sont concernés par des activités qui, demain, vont s'avérer très problématiques. Je ne vais pas donner de nom, mais on sait bien que certains secteurs vont se retrouver pour des raisons ou physiques ou législatives. Ça dépend, est-ce qu'on préfère avoir le couperet physique ou est-ce qu'on préfère l'anticiper en prenant des décisions législatives. Mais certaines activités, certaines filières, certains secteurs vont se retrouver empêchés dans les prochaines années. Et donc, comment est-ce qu'on se prépare à ça? Et là, il y a un enjeu effectivement stratégique à ne pas faire semblant au nom de l'emploi en disant on fait ce travail pour vous, on maintient l'emploi. Et puis en fait, ça veut dire qu'on maintient l'emploi pendant quelques années et d'un coup, comme on n'aura rien préparé ou rien regardé en face, eh bien les activités vont tomber. Et là, il y aura des dégâts effectivement très très importants. Donc ça, effectivement, je pense un point tout à fait important, d'où le fait effectivement de s'intéresser à des questions de fermeture, nous ce qu'on appelle de désaffectation, réaffectation. Quand on a comme ça des activités qui vont tendanciellement disparaître, très simplement, ou qu'il faut éventuellement faire disparaître parce qu'elles ont un coût trop important à l'échelle du territoire. L'enjeu, ce n'est pas de les fermer au sens où le néolibéralisme lui-même a beaucoup fermé et ferme toujours dans un but d'optimisation justement des profits. Ce n'est pas ce type de fermeture-là qu'on a en tête, c'est plutôt comment est-ce qu'on désaffecte ces activités pour les réaffecter à autre chose. Il y a des personnes derrière, il y a des modèles économiques, protection sociale, il y a l'emploi, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait finalement à l'échelle d'un territoire de ces activités? Quel diagnostic on pose et aussi au regard justement du futur du territoire?
On évoquera peut-être ce point effectivement dans la dernière partie de la conférence. En lien, ça pousse un peu l'idée de construire en fait un autre modèle de développement territorial, plutôt articulé autour de la notion d'adaptabilité au monde qui vient, tout simplement, et la question de résilience. Alors peut-être Thomas, de votre fenêtre, comment est-ce qu'on pense la résilience à l'échelle des territoires ? Je pense qu'Alexandre en a parlé, il y a cette notion de diversification qui culturellement est compliquée. C'est-à-dire que, alors je ne me mets pas à la place des développeurs économiques, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les efforts sont dirigés vers la spécialisation, la notion d'avantage comparatif et le fait de pousser les atouts d'un territoire à travers une spécialisation, une industrialisation de certains secteurs, et notamment fortement liés à la technologie. Et tout ça relève pas forcément souvent de la reconnaissance de certains atouts territoriaux, mais parfois de certaines lubies ou de certaines modes qui font qu'on va s'engager dans les lasers, etc. Donc la notion de diversification, elle n'est pas facile à choisir. C'est une voie qui est difficile à choisir, qui est culturellement difficile. Mais pourtant, elle a du sens. Il y a des chercheurs qui ont démontré que la stratégie de diversification des portefeuilles en finance, quand votre banquier dit il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, ce soir quand vous irez au casino, il ne faudra pas tout miser sur le chiffre, etc. Le seul chiffre, parce que vous risquez de tout perdre. Donc cette notion de diversification, elle a du sens comme une valeur assurantielle pour les territoires. Ça a été démontré scientifiquement par des économistes. Donc il y a cette notion de diversification, et derrière ça, et je ne vais pas rentrer sur le sujet parce qu'on n'aura pas le temps, toute la notion de relocalisation qu'on entend beaucoup, et qui est un vrai sujet, qui n'est pas facile, qui est vraiment compliqué à aborder et qui n'est pas miraculeuse non plus. Voilà. Donc il y a cette notion de diversification. Alors nous, on travaille beaucoup sur cette approche de diversification. Donc derrière cette notion de résilience, en fait, c'est ça, c'est la diversification et comment miser sur les secteurs qui vont générer cette résilience. Alors on a développé, nous, des outils d'évaluation qui s'appuient sur quels sont finalement les secteurs qui vont générer le plus d'effets multiplicateurs, c'est-à-dire pour 1 euro de chiffre d'affaires dans un secteur, vont générer des retombées sur le reste des secteurs économiques. Et en fait, c'est assez surprenant de voir que on retrouve souvent les secteurs dans lesquels les territoires ont investi en bas du classement, et les secteurs qui sont franchement délaissés, qu'on retrouve en haut. Nous, par exemple, on a travaillé sur l'agriculture pour la métropole bordelaise. A priori, voilà, c'est pas la marotte de la métropole, et pourtant, c'est le 5e secteur sur 64 qui génère le plus de retombées. C'est-à-dire que pour 1 euro de chiffre d'affaires dans l'agriculture, on a 70 centimes qui retombent sur le territoire. C'est surprenant parce que c'est des agriculteurs, donc ils achètent leur engrais, leur compost, leur plan dans la métropole. C'est assez surprenant. Et juste pour info, l'aéronautique, c'est le 63e sur 64. Ça veut dire que pour chaque euro, alors en valeur absolue, c'est incomparable. Bien sûr, quand Thales vient s'installer à Bordeaux, c'est incomparable que le petit maraîcher qui monte sa boutique en bordure de route. Pour autant, pour chaque euro de chiffre d'affaires généré par l'aéronautique, il y a à peu près la totalité qui génère des fuites économiques, c'est-à-dire que tout de suite, l'euro sort du territoire. Alors que dans l'agriculture, c'est le contraire, c'est qu'on inverse le sujet. Donc nous, on pose des diagnostics comme ça sur quels sont les secteurs sur lesquels il faut miser. Alors, ce n'est pas le seul outil de décision, mais c'est un outil qui est tout à fait important. Et moi, je l'ai répété à qui voulait l'entendre pendant les municipales, plutôt que de miser sur des secteurs, de parler aussi d'écologie, etc., il y a des leviers, il y a des arguments socio-économiques qui permettent d'argumenter en faveur des sujets écologiques, parce qu'on retrouve les métiers, par exemple, de la biodiversité qui sont parmi les 10% des secteurs qui génèrent le plus de retombées. Voilà. Donc, on travaille sur ça. Ça, c'est un point, je pourrais donner un peu plus de détails. Et il y a un aspect lié à la circulation aussi. En fait, on l'oublie. On parle beaucoup de diversification, relocalisation, etc.
Je pense qu'il y a un aspect lié à la circulation qu'on a tendance réellement à oublier, la circulation de valeur, ou comment générer de la richesse à partir de rien. Juste une petite anecdote, une histoire que j'aime bien raconter parce qu'on a travaillé sur les monnaies complémentaires, et pour illustrer ça, donc moi je rentre dans un hôtel, j'ai un billet de 100 €, je pose le billet de 100 € sur la table de la réception et je dis je vais aller voir si la chambre me convient. Je monte à l'étage et pendant ce temps, l'hôtelier prend le billet de 100 €, il va chez le boucher à qui il doit 100 € et donc il rembourse sa dette. Le boucher, lui, il court chez l'éleveur à qui il doit 100 € et donc il rembourse sa dette. Et l'éleveur, lui, revient à l'hôtel parce qu'il a passé la nuit à l'hôtel le week-end dernier et il rembourse sa dette de 100 € et il repose le billet sur la table. Moi, je redescends, je dis finalement la chambre ne me plaît pas, je pars. J'ai pas dépensé de 100 €, pourtant j'ai créé une richesse, j'ai participé à la création de richesse pour 300 €. Et en fait, derrière ça, c'est la notion de circulation. Quand nous, on a travaillé sur les monnaies complémentaires, dont font partie les monnaies locales, mais il y a plein d'autres systèmes de monnaies complémentaires, on s'est intéressé à la notion de circulation sur un territoire. Et plus que de chercher à créer de la richesse ex nihilo, à produire à partir de ressources, d'extraire, de partir de choses de production, il est possible, à travers un ratio de production moindre, de créer plus de richesse en favorisant cette circulation. Donc je dirais que des facteurs de résilience passe aussi par la circulation, et la circulation crée de la résilience, puisqu'on partage la valeur entre une infinité d'acteurs du territoire. Du coup, peut-être pour laisser la place aussi à des questions à venir lors de nos prochains échanges, je vous propose peut-être de faire un petit focus sur les stratégies de développement des territoires et les enjeux. Alexandre, vous accompagnez des territoires un peu dans leur réflexion sur les questions de stratégie territoriale. Vous avez évoqué tout à l'heure la question un peu d'arbitrage. Il va falloir choisir. Dans cette question des arbitrages un peu démocratiques, pouvez-vous nous donner un peu des lignes, en tout cas des perspectives en matière de vision ou d'éléments à prendre en compte pour la stratégie de développement d'un territoire? Oui, bien sûr. Alors, pour rebondir sur ce qui a été dit, faire la transition sur cette question, effectivement, je pense que la logique de la concurrence entre les territoires, entre les villes, effectivement, elle pose beaucoup de questions. C'est un petit peu comme si le modèle de la concurrence entre les entreprises s'appliquait maintenant aux territoires et qu'on traitait les territoires comme des entreprises. Et d'ailleurs, avec les mêmes infrastructures, la Smart City, c'est typiquement des entreprises qui vendent des infrastructures numériques aux territoires pour que les territoires fonctionnent comme des entreprises et se concurrencent les uns les autres. Je ne sais pas s'il y a beaucoup forcément de valeur à gagner là-dedans, d'autant plus que pour rebondir sur la remarque de quels secteurs finalement permettent de vraiment produire de la valeur, il y a des travaux d'historiens qui montrent que le boom de l'Internet de la fin des années 90 aux États-Unis n'a pas produit de croissance. Donc, si celui-là n'a pas produit de croissance, lequel va en produire? Parce que c'était vraiment le boom originel vous vous souvenez, à l'époque, c'était l'économie, la net économie, donc tout était possible. Donc c'est quand même aussi assez intéressant. Et avec demain, je dirais que ce qui va être important pour un territoire, c'est de rester un territoire viable, c'est-à-dire un territoire habitable, où il y a de l'eau, où on peut simplement mener des activités, toutes choses qui ne sont pas forcément reconnues aujourd'hui, mais qu'il faut travailler justement à faire reconnaître et à valoriser. Et on aboutit à ce paradoxe qui est que finalement, les territoires essayent de se démarquer pour les raisons qui ont été indiquées, ce qui les amène à tous faire la même chose. Donc on se démarque en faisant la même chose que son concurrent, ce qui est un classique, hein, évidemment, mais qui est tout à fait problématique. Donc, par rapport à ces enjeux effectivement territoriaux, les questions qui se posent aujourd'hui sont effectivement des questions d'arbitrage. Qu'est-ce qu'on maintient? Quelle vision stratégique on peut avoir? Avant même, je dirais, c'est un point qui me semble extrêmement important, avant même de se mettre à agir, et j'aurais le même diagnostic, la même recommandation pour les entreprises, l'enjeu, ce n'est pas d'abord d'agir, en disant, bon, il faut que j'ai un affichage vert. Le risque, évidemment, de tomber dans ce qu'on appelle le greenwashing. L'enjeu, c'est plutôt d'être en capacité, en interne, pour une institution, un territoire, ou une collectivité territoriale, ou pour une organisation, là c'est pareil, c'est d'être en capacité de nourrir, finalement, une réflexion stratégique en interne. C'est vraiment d'être avant même d'agir, être en capacité de voir, finalement, la dynamique et la trajectoire réelle du territoire. Si on a des territoires en décroissance, c'est d'arrêter de faire semblant d'être dans des territoires en croissance avec des indicateurs de croissance. C'est de regarder le fait
Oui, c'est un territoire en décroissance. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Et quelle est la trajectoire dans les prochaines années, les prochaines décennies? Et la trajectoire aussi rapportée à finalement tout un ensemble de facteurs. Là, aujourd'hui, on est dans un moment un petit peu, alors, je dirais schizophrène, même si je n'aime pas dire schizophrène parce que c'est un peu stigmatisant pour les vrais schizophrènes, mais de bifurcation entre plusieurs horizons. Vous regardez d'un côté, on vous dit, bon, bah, ce qu'il faut faire, c'est par exemple la Smart City. Puis vous regardez de l'autre côté des prévisions de Météo France, du GIEC, etc. Et vous voyez la situation dans les villes. Et la question, c'est est-ce qu'on pourra encore habiter dans les villes demain? Donc, c'est quoi la question? C'est celle de la ville intelligente ou de la ville tout court? De la viabilité des villes ou de la ville intelligente? Donc, par rapport à ça, je pense qu'il est très important aussi de faire de ces enjeux, effectivement, des enjeux démocratiques, pas technocratiques. On a plein de discussions en ce moment autour de la 5G, autour de tout un tas de choses où, justement, cette question de la démocratie, des choix techniques et des choix en général se retrouve posée. Aussi, de l'autre côté, hein, quand on vous dit il faut faire la 5G ou quand on vous dit il ne faut pas d'arbre de Noël ou d'autres choses, c'est la même chose. Il n'y a pas de, on ne considère pas les spécificités justement des attachements du territoire, les attachements culturels, professionnels et compagnie. Et toutes ces choses-là sont des choses qu'il faut pouvoir justement prendre en compte dans un diagnostic pour pouvoir ensuite opérer justement une consultation qui prend en compte toutes ces réalités extrêmement complexes, compliquées, moi je préfère dire compliquées que complexes, pour ensuite essayer justement de trouver d'autres orientations pour l'avenir. Donc voilà, cet enjeu, il doit être dans tous les cas démocratique, sinon il se heurtera à des obstacles absolument infranchissables. Je crois que j'avais juste quelques mots à dire en mal sur la notion de résilience. Le problème de la résilience, moi je n'utilise jamais ce mot, même si après je comprends qu'on puisse en avoir un usage stratégique parce que énormément de débats aujourd'hui se focalisent sur la résilience. Donc si on veut en être, et il y a un intérêt à en être parce que c'est là où se jouent plein de choses, on est obligé d'utiliser ce vocabulaire-là. Mais le vocabulaire de la résilience, il n'est pas tellement, je dirais, subversif ou avancé, puisqu'en fait c'est un vocabulaire qui est déjà utilisé dans le domaine managérial depuis des années. Donc il est plutôt, je dirais, business as usual que business as unusual, si vous voulez. Pour trois raisons très rapidement. La résilience, c'est une logique aval. Comme ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur la gouvernance du climat. Les choix ont été faits, le territoire a des problèmes, il se dégrade ou autre. Il va falloir se montrer résilient pour vivre dans ces conditions nouvelles. Donc on se coupe finalement des enjeux stratégiques et on est juste dans une posture tactique. Ça, évidemment, c'est problématique. On est dans une logique effectivement d'adaptation. La logique d'adaptation, c'est la logique classique néolibérale. C'est la logique aujourd'hui de gestion de crise. Pareil. Vous vivez dans un territoire pollué, apprenez à vivre avec cette pollution. Vous êtes à la campagne, ça va être les pesticides, vous êtes en ville, ça va être les particules, vous choisissez, puis vous vivez avec. Là encore, les choix en amont ne sont pas discutés. Et par ailleurs, quand on dit résilience, de quel horizon on parle? Qu'est-ce que ça veut dire en fait quand on dit résilience? Ça veut dire la capacité à s'adapter, mais ça ne fixe pas un cap. Il n'y a aucun cap qui naît de la résilience en tant que telle. Et ça, aussi politiquement, démocratiquement, c'est compliqué. Si on vous demande démocratiquement de discuter de quelque chose où il n'y a aucun cap, de quoi vous discutez? Merci. Peut-être avant de passer aux questions, Thomas, toujours sur cette question des stratégies de développement des territoires et en enlevant peut-être un peu la notion de résilience, sur des applications très concrètes sur la biodiversité. Aujourd'hui, comment vous faites pour remettre cette notion-là de biodiversité, par exemple, au cœur des stratégies de développement économique des territoires? Alors c'est un sujet qui est compliqué. J'aime bien moi complexe aussi, mais et je pense qu'il y a vraiment derrière cette. J'aime beaucoup la notion de viabilité, c'est-à-dire que aujourd'hui la biodiversité peut autoriser une forme de viabilité. Voilà. Moi aussi la résilience. Enfin, moi je suis écologue, donc à l'origine, donc la notion de résilience en écologie, c'est le fait de revenir à un état initial. Donc, en l'occurrence, ça ne s'appliquera pas, puisqu'on ne reviendra pas à un état initial, on est déjà en dérive. Voilà. Donc, par contre, on cherchera à s'adapter ou adapter notre viabilité ou réduire notre morbidité, d'une certaine manière, à s'adapter à un système. Et je pense que l'environnement, alors, je pense que pendant ces 2 jours, on va beaucoup parler d'écologie industrielle, d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité, qui sont autant de modèles économiques pour essayer d'aborder ces questions de viabilité. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que
Moi, je travaille sur ça, mais aussi sur ces notions de biodiversité. C'est franchement pas facile. Parce que, à la différence, par exemple, du carbone, où il y a un semblant de marché, la biodiversité n'a pas de marché. Alors, je ne suis pas pour l'économie de marché à tout prix, mais pour autant, la biodiversité reste que du côté de l'intérêt général, reste du côté de la dépense publique. Donc ça, ça a été un gros problème pour que les entreprises s'intéressent à la biodiversité. C'est d'ailleurs toujours pas le cas, ou pas vraiment. Je pense qu'il y a un biais intéressant à travailler entre entreprises et territoires, qui est la notion un peu de valeur territoriale. J'étais il y a 15 jours au Salon Pro Durable, qui est un peu la rencontre de tous les responsables des responsables développement durable des entreprises. Et il y a quelque chose que je sens émerger, où on sort un peu de la RSE stricte, de la responsabilité sociétale. Et voilà. Et donc là, on fait partie d'une communauté maintenant de destin sur la Covid. Communauté biotique. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais simplement pour dire qu'on constate qu'il y a une sortie de la démarche de RSE où l'environnement n'est traité que comme une externalité, qu'on cherche à réinternaliser ou à internaliser. On constate l'émergence de la notion d'entreprise contributive. Alors, tout de suite, on n'a pas réussi à réduire nos impacts négatifs, donc on va chercher à avoir des impacts positifs. Bon, ça c'est un peu le problème avec les entreprises, veulent toujours faire mieux alors qu'elles ont déjà fait le minimum. Mais la notion derrière ça, c'est qu'il y a une notion liée aux parties prenantes, et de plus en plus, la notion d'ancrage territorial des entreprises est quelque chose à mobiliser pour les collectivités, et qui est important, parce que les entreprises sont prêtes à avoir des relations avec des projets territoriaux, peu importe ce que ça peut coûter, derrière la notion de rentabilité, puisqu'il y a une forme de valorisation, une forme de valeur qui dépasse la notion de rentabilité, qui dépasse la notion d'entreprise. Je pense, j'en dirai pas plus, parce que franchement, j'en sais pas plus, mais je trouve qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Et le deuxième point sur lequel nous, on essaye de travailler, c'est comment mobiliser une finance, des modes de financement hybrides, pour essayer de replacer l'environnement au cœur des territoires, donc finances privées, publiques, ou comment mobiliser, par exemple, les outils comme les obligations. Je pense que c'est très intéressant, la notion, les outils d'obligation, puisque le taux de rentabilité attendu est fixe et moindre. Et par contre, on peut greffer sur ces obligations des démarches de transition agroécologique, de changement de production agricole. Donc, il y a ça, je parlais des systèmes inter-entreprises. Bon, par exemple, les monnaies complémentaires, il y a des systèmes inter-entreprises qui sont des chambres de compensation des dettes et des prêts de chaque côté des entreprises. Le Sardex, par exemple, c'est une monnaie complémentaire qui a été lancée en Sardaigne suite à la crise, donc elle a été restaurée après 2008. C'est ça qui a sauvé la Sardaigne, c'est-à-dire les entreprises, en se rendant service ou en se procurant des biens entre elles, s'effaçaient leurs dettes et il n'y avait pas d'échange d'argent. Voilà. Et pour sécuriser ces systèmes entreprises, il y a aussi le VIR en Suisse, qui est une monnaie qui est ultra importante et qui apporte de la résilience, qui apporte une stabilité. Et si on peut brancher à ça des notions environnementales, il y a des sujets intéressants. Donc, mobiliser les outils financiers un peu hybrides, publics, privés, pour essayer d'affirmer la place de l'environnement et de la biodiversité. Voilà. Parce que des choses comme, on parle beaucoup, nous on travaille beaucoup sur les paiements pour services environnementaux, par exemple. Franchement, on a fait un guide pour les collectivités là-dessus, pour le ministère de l'Agriculture. On a fait le guide, mais franchement, c'est pas très convaincant. Et j'aurais du mal à convaincre aujourd'hui des collectivités de s'engager là-dedans. En fait, c'est des cas ultra spécifiques. Donc moi, en tout cas, je serais très heureux d'en reparler avec qui est intéressé. Merci pour ces éléments. On voit bien qu'effectivement, la question de l'ancrage local, d'une part, soit des activités économiques, soit des questions démocratiques, tout simplement, sur l'avenir d'un certain nombre d'activités, sur comment est-ce qu'en fait on gère cette transformation-là à court terme, et comment est-ce qu'on l'intègre, on va dire, à la vision stratégique des organisations, fait sens.
pour gérer justement ce passage peut-être d'un modèle fondé plutôt sur une logique de croissance vers quelque chose qui nous adapte à la résilience. Je ne sais pas exactement comment le présenter. Peut-être pour conclure, avoir tes questions au niveau de la salle, puisque je pense qu'on a à peu près rattrapé 5 minutes, Très bien, donc on peut prendre quelques questions. Ça veut dire quoi ça? Ah, oui. Ah, la lingette. Merci pour votre exposé. Donc, moi, je m'appelle Louis Carlini, je travaille en Ardèche. Il y a quelques mois de ça, je regardais sur Internet l'interview d'une personnalité qui disait, grosso modo, que la notion de croissance verte était, entre guillemets, une escroquerie intellectuelle, compte tenu des limites finies de notre planète, et que c'était comme vouloir raser l'Amazonie avec un bulldozer à hydrogène. Voilà. Donc ça n'avait pas de sens. Et que la seule option dans cette perspective de l'Anthropocène était finalement la décroissance. Alors ça, on l'entend depuis un certain nombre de temps. Et voilà mes deux questions. Si la décroissance était la seule option, en quoi consiste le métier d'un développeur économique ? Et ma deuxième question, qui est plutôt une observation, on prête à Einstein, je crois, cette phrase: on ne peut pas compter sur ceux qui ont créé des problèmes pour les résoudre. C'est votre CRM qui m'y a fait penser. Donc, sur qui peut-on compter? Voilà. Alors, juste, effectivement, sur la question de la croissance verte, je crains que cette personne n'ait raison, aussi pour des raisons que j'ai mentionnées. Par rapport à ça, peut-être juste un élément, sans forcément entrer dans ce débat de manière complexe. Nous, on fait des enquêtes auprès de patrons, de top managers, y compris d'entreprises du CAC 40, qui sont des gens qui ont cette vision de la manière dont l'Anthropocène fait éruption au cœur des organisations, qui ne le disent pas forcément en interne, parce que si vous le dites en interne dans une organisation qui n'est pas prête à cela, ça peut être compliqué, s'il n'y a pas d'espace pour pouvoir l'entendre et en discuter. Mais c'est patron le jour, collapsologue la nuit. Grosso modo, il y a un petit peu ça. Il y en a beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de patrons qui ont une formation d'ingénieur. Donc quand ce n'est pas des paysans du Larzac ou des écologues militants qui leur disent il faut élever des chèvres, mais que c'est le GIEC qui leur dit que le diagnostic il est ce qu'il est, soit vous écoutez le GIEC, soit vous devenez climato-négationniste. Et là, le coût cognitif il devient beaucoup plus important que ça n'était le cas dans le passé. Et du coup, on a un de ces patrons qui nous a dit, c'est un verbatim, aujourd'hui, la décroissance est devenue une stratégie d'optimisation financière pour les entreprises. Après, c'est une anecdote, hein, mais c'est juste pour avoir le point de vue justement de ce patron qui disait, parce que c'est une manière finalement de suivre le mouvement plutôt que de continuer à croître comme si de rien n'était et de tomber tout d'un coup, comme j'ai indiqué tout à l'heure, pour des raisons soit physiques, soit législatives. C'est-à-dire le moment où il y aura de toute façon, il y aura des problèmes au plan physique divers et variés, mais il y aura sans doute une anticipation de ces problèmes à mesure que la situation va se dégrader. Et donc, le législateur, d'ailleurs, ne rend pas service, ça je le dis aux entreprises, en disant on vous fait plaisir en dérégulant. Nous, on a des gens qui nous disent on voudrait de la régulation, mais tant que la régulation, on ne veut pas être les seuls à porter la régulation. Donc, il faut que la régulation s'applique à tout le monde. Donc, je dis ça. Et je pense que la politique nationale a décroché par rapport à la politique des territoires, parce que ce sont les territoires qui vont porter les conséquences de ces enjeux directement, qui vont les traiter. En dérégulant, finalement, on crée les conditions du business as usual, donc on continue comme si de rien n'était, et il est à parier que tout d'un coup, on va changer de braquet et de politique du jour au lendemain en disant ce qu'on vous encourageait à faire précédemment en allant à toute blingue dans le mur, maintenant on vous empêche de le faire. Construisez des voitures jusqu'à ce qu'on vous interdise de les utiliser, grosso modo. Et donc c'est en ça que là, les entreprises ne sont pas coupables. Là, il y a la puissance publique ne les aide pas, finalement, de ce point de vue-là.
Oui, juste un truc, parce que franchement, vous ouvrez un débat pas possible, là. Ça peut durer longtemps. Simplement, sur cette notion-là, moi, j'aurais tendance à mettre un pas de côté. Décroissance, croissance verte, etc. Je pense que c'est des moyens de pouvoir continuer à faire du business as usual en se disant, bon, mais qu'on essaie quand même de faire les choses à peu près bien. Moi, je pense que, et je le disais tout à l'heure, je pense pas que changer des indicateurs et de parler de décroissance ou de parler de qualité de vie et d'en faire un indicateur, c'est ça qui permet de changer le système. Ça n'arrivera pas. Pour autant, les territoires se prêtent bien à ces nouveaux indicateurs et peuvent être un outil de pilotage un peu, pas confidentiel, mais en tout cas en dessous du tableau de bord pour pouvoir guider les choix. Et moi, c'est pour ça que je veux sortir, en tout cas, de la logique décroissance, croissance verte, bleue, tout ce que vous voulez, pour dire, sortons un peu de ça et fixons-nous des objectifs et des priorités. Et donc, moi, je pousse beaucoup pour mesurer et choisir, en fait, les actions qui vont générer le plus, ou en tout cas réduire le plus les impacts négatifs de nos activités, et choisir nos priorités pour dire, bon, bah, nous, on travaille sur la stratégie climat, nous sur la stratégie biodiversité, nous sur la gestion des espaces naturels, parce que c'est la priorité sur notre territoire. Et en fait, c'est bien, mais en fait, on perd du temps à parler de croissance verte et de dire que finalement, c'est pas bien et de se lancer dans des débats assez stériles, parce que tout le monde a une idée arrêtée. Le mieux, c'est de partir sur de la stratégie, de se dire, bon, quel est le cap ? Quelle est la priorité ? Il y a quelqu'un qui s'appelle Paul Hawken qui a sorti quelque chose qui s'appelle Drawdown. C'est un bouquin qui est vraiment super, qui présente les 100 solutions pour inverser la tendance sur le changement climatique. Alors il y a des solutions qui ne sont pas terribles en termes technologiques, etc. Mais pour autant, il dit, bon ben voilà, si on veut réduire l'impact du changement climatique et inverser la tendance d'émissions de gaz à effet de serre, voilà les 5 premiers secteurs, les 5 premières solutions sur lesquelles il faut se concentrer. Et en fait, c'est ça, c'est la notion de Pareto, du 20-80, c'est-à-dire 20% d'efforts, 80% de résultats. Il faut choisir ces 20% d'efforts, ces 20% de combat. Et moi, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes personnes que celles qui ont créé les problèmes. En tout cas, on est tous capables de changer et de se rendre compte d'inverser une tendance à un moment donné, quoi. Voilà. Juste sur la question des personnes, effectivement, je n'ai pas répondu, mais c'est important. Nous, dans la formation qu'on crée, on ne propose pas aux gens qui s'y inscrivent, qui sont ingénieurs de grandes écoles, qui ont fait des carrières dans des multinationales, etc., etc. On ne leur propose pas de dire, bon, bah, ce qu'on vous suggère maintenant, c'est de partir dans le Larzac et d'élever des chèvres. Au contraire, c'est important pour nous qu'ils puissent mettre à profit tout ce savoir, cette expérience dont ils disposent, justement du fonctionnement, concernant le fonctionnement des organisations, des modèles économiques et un certain nombre de choses qui ont été mentionnées jusqu'ici, pour pouvoir les rediriger autrement. Donc effectivement, on s'appuie sur des profils qui ont cette connaissance-là et pour leur proposer de rediriger les choses et d'agir là où ils sont, là où ils se trouvent, là où ils ont un réseau, là où ils ont des connaissances, mais effectivement pas pour faire la même chose que précédemment. Donc, je pense que c'est une alchimie un peu subtile, mais il faut garder cette idée d'hériter de ces compétences. De toute façon, ces infrastructures ne vont pas disparaître, il ne s'agit pas forcément de partir ailleurs, mais de s'en occuper avec des finalités vraiment différentes. Une autre question peut-être, une dernière. Donc on aura toujours besoin de développeurs, redéveloppeurs. Une question. Bonjour, je m'appelle Guillaume Léchappé, je suis consultant dans un cabinet de conseil alors qui n'a pas 300 000 salariés, on est une vingtaine de consultants. Je suis basé à Lyon. On parlait tout à l'heure d'indicateurs de croissance sur lesquels les territoires aujourd'hui sont encore attachés. Quels indicateurs de décroissance aujourd'hui on peut lister et comment on peut concilier croissance de l'emploi et décroissance du PIB? Alors, qui veut se lancer sur cette question qui est effectivement complexe? Ouais, en fait, c'est pas vraiment
le PIB qui guide les choix au sein des territoires, on parle vraiment beaucoup plus d'emploi. Les élus, c'est l'emploi qui leur parle. Donc c'était un peu à tort que j'ai parlé du PIB. Mais alors, comment créer de l'emploi tout en générant de la décroissance? Un gros sujet. Moi, je pense que, en tout cas, nous, le parti pris qu'on a, c'est de dire il est possible pour les mêmes efforts de politique publique ou les mêmes efforts d'orientation, en tout cas à effort constant de politique publique et avec un certain nombre d'ingrédients dans la recette, il est possible de continuer à créer de la richesse, c'est-à-dire ou maintenir la création de richesse, augmenter le ratio marginal, c'est-à-dire créer plus d'emplois pour le même effort, tout en générant des impacts moindres sur la biodiversité ou sur les espaces naturels. Je vois mal comment un territoire qui est en déclin pourrait miser sur la décroissance pour créer de l'emploi. J'ai du mal c'est assez contre-intuitif. Donc aujourd'hui, je serais plutôt pour dire, choisissons... Par exemple, les métiers de l'environnement, je disais qu'ils faisaient partie des 10% des secteurs qui génèrent le plus de retombées en matière d'emploi et en matière de chiffre d'affaires, et aussi en matière de valeur ajoutée. L'avantage des métiers de la biodiversité, donc vous avez il y a soit des bureaux d'études, mais il y a aussi des paysagistes, il y a tout un tas d'acteurs qui entretiennent les espaces naturels. Si on trouve les moyens d'un mécanisme de financement hybride pour financer la gestion de ces espaces naturels, c'est un gros sujet. Inclure les agriculteurs, inclure d'autres entreprises qui pourraient reconnaître à travers une comptabilité écologique le poids ou leur contribution à la gestion de ces espaces naturels. On génère des emplois non délocalisables, clairement. On génère de la qualité de vie, de l'attractivité, de l'emploi, donc une forme de contribution. Donc, moi, j'aurais tendance à pousser dans ce sens-là, sans essayer de faire des choses assez contre-intuitives et qui sont assez déroutantes et qui, de toute façon, ne seront pas soutenues politiquement, Oui, de la même manière, nous, quand je dis nous, c'est collectif auquel j'appartiens, on ne parle pas de décroissance, justement, parce que la décroissance, en général, c'est un projet politique qui a peu de chances d'arriver au pouvoir. Et effectivement, la question de la subsistance et de la viabilité d'un territoire me semble une question plus pertinente. Est-ce qu'elle est bien prise en compte justement par les indicateurs de croissance et de décroissance? Je n'en suis pas sûr. Et donc là, je dirais, l'enjeu, c'est un enjeu de temporalité. Évidemment que une temporalité courte, on ne va pas être dans des modèles différents des modèles actuels, et donc il faut trouver des mesures qui permettent d'anticiper les problèmes, qui permettent de les traiter avec les outils dont on dispose. Mais il va falloir aussi très certainement, dans une temporalité un petit peu plus longue, disons à moyen terme, changer aussi très largement les règles du jeu, parce qu'elles ne seront pas justement viables. Donc il ne s'agit pas forcément de commencer en posant la décroissance au centre, en disant bon voilà, c'est ce qu'il faut faire, ce vers quoi il faut aller. Ça, je pense que ça n'a aucune chance de parvenir. Il n'empêche qu'il faut aussi travailler sur le long terme, sur des changements assez drastiques de mode de fonctionnement, parce que autant, c'est le paradoxe que je mentionnais tout à l'heure, nous sommes attachés à des modèles, des infrastructures actuellement dont nous dépendons, ça on ne va pas y échapper à court terme, autant ces modèles-là ne seront pas viables à moyen et long terme, donc il va falloir en même temps les transformer. Donc c'est difficile, mais personne n'a dit le contraire. Et un autre point, c'est de dire il n'y a pas de réponse aujourd'hui définitive à apporter à ça. Effectivement, et de toute façon, il n'y aura pas de réponse à apporter à ça. Ce n'est pas à moi de donner une réponse, puisque, comme je l'ai indiqué, les réponses, elles devront être générées démocratiquement. Donc ce n'est pas à moi d'arriver ici en disant voilà, moi j'ai ce plan, voilà ce qu'il faut faire. Les réponses, elles vont dépendre aussi, pour le coup, la nature des territoires, des activités qui s'y déploient, des traditions qu'on y trouve, de ses spécificités, etc. etc. Donc on ne peut pas non plus les anticiper. Alors je comprends bien que c'est compliqué à traiter, mais face aux... Personne n'a dit que les perspectives actuelles étaient simples à aborder. Bonjour, Nadège de Grémont, ville de Mulhouse. Moi, en fait, je voulais juste réagir sur le fait que ce que vous avez présenté et la question que vous avez posée sur quel rôle du développeur économique. Je trouve que, en fait, ça m'a fait aussi penser à l'introduction des RENET l'année dernière, où il y avait un enjeu de démocratie et de faire du développement économique
un enjeu démocratique et que les habitants se saisissent des enjeux de développement économique. Et là, en fait, on parle beaucoup des acteurs économiques, des entreprises. Mais du coup, je pense que, enfin, c'est une réaction, mais c'est que l'enjeu de nos métiers, c'est de faire le lien entre ces acteurs économiques, les habitants et les élus, et aussi les techniciens, les ingénieurs, et qu'on puisse se rencontrer ces acteurs et que les enjeux de la résilience, de croissance ou de décroissance, enfin, tout ce que vous avez dit, puissent être discutés et que ces indicateurs de décroissance ou de croissance puissent être coélaborés au niveau local. Enfin, c'était juste pour voilà, participer à... Oui, bonjour, William Lombardet, EDF. J'ai entendu en termes de statistiques que la démographie mondiale va donner une tendance d'urbanisation avec 75% de la population dans les grands centres urbains. Aussi, dans une approche d'économie circulaire et avec ce que vous venez d'évoquer, en termes de biens communs, la biodiversité, quel regard avez-vous sur la richesse de nos territoires qui possèdent justement cette biodiversité et donc les leviers type contrat de réciprocité pour justement être complémentaires entre centres ultra-urbains et nous qui sommes quelque part des ruraux et qui avons au cœur de nos territoires peut-être des clés du monde d'après. Là-dessus, effectivement, alors je vais répondre peut-être indirectement, mais je pense que c'est une question très très importante. Sur cette question de l'urbanisme des villes, il y a effectivement un double mouvement qui est un mouvement de donner, on le voit avec les métropoles, donner la part belle effectivement à la métropolisation, à l'importance d'avoir des villes de plus en plus grosses, qui ont de plus en plus de pouvoir d'ailleurs, qui sont déléguées. Ce qui pose problème parce que par ailleurs la question de la viabilité des villes est en question au regard des éléments dont on a parlé tout au long de cette conférence, et que de toute façon, cette viabilité ne pourra se faire que dans un lien et un dialogue avec les territoires. Mais ce qu'il faut évidemment éviter, c'est qu'on ait des centres urbains d'un côté avec tous les pouvoirs, et d'autre part des territoires qui vont devenir les greniers à blé de ces centres urbains et qui vont perdre toute spécificité, toute biodiversité, parce que si vous devenez le grenier à blé d'une énorme métropole de dizaines de millions d'habitants, votre biodiversité, vous pouvez l'enterrer. Voilà, on est d'accord. Et donc ça, ce sont des enjeux, là, pour le coup, effectivement démocratiques, et moi, de ce que j'appelle la recomposition des territoires. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un territoire qui, grosso modo, vampirise un autre. Et ça demande effectivement peut-être d'avoir d'autres mouvements que ce mouvement très centralisateur autour des métropoles. Et là, il faut anticiper, oui, une politique de codépendance de ces territoires pour que, en fait, un territoire qui joue un rôle absolument vital dans la préservation d'un autre territoire ne soit pas totalement inféodé au premier parce qu'il a des capacités administratives supérieures. Donc ça, oui, on retombe sur un enjeu de démocratie et pour le coup d'arbitrage entre les pouvoirs. Et aujourd'hui, oui, il faut clairement avoir une autre balance que celle qui est faite actuellement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quelques mots oui. de réponse avant qu'on clôture la conférence pour passer aux ateliers. D'accord. En fait, vous ouvrez un sujet, moi, qui me passionne. Et alors, pour le coup, je ne suis pas sûr d'être complètement d'accord avec Alexandre. Moi, je m'intéresse beaucoup à ces contrats de réciprocité. Et je pense que pour des territoires ruraux, ou une articulation ville-campagne, même s'il ne faut pas extrémiser ou radicaliser, il faut savoir utiliser aussi les opportunités pour des territoires ruraux. Et nous, on travaille beaucoup sur la notion de solidarité, alors solidarité écologique et solidarité alimentaire. Mon rêve, ce serait de voir des métropoles contribuer au maintien des espaces naturels dont les métropolitains bénéficient quand ils vont se promener le week-end, mais qui sont à la charge, on parlait de bien commun, à la charge de ces espaces et de ces collectivités rurales pour le maintien des paysages, pour le maintien d'un tissu rural et notamment la place agricole a un rôle important à jouer du côté écologique et gestion des espaces naturels. Sur la solidarité alimentaire, moi je pense qu'il y a quand même, en fait, il y a beaucoup de territoires ruraux qui ont oublié que l'agriculture joue un rôle important pour le développement économique de leur territoire. Et alors c'est moins cool
c'est moins cool que des lasers, c'est moins cool que l'aéronautique, mais franchement, c'est un secteur qui génère vraiment, vraiment beaucoup de retombées socio-économiques. Et alors, les territoires qui étaient agricoles et qui ont perdu, qui sont passés à côté de leur agriculture, moi j'en connais plutôt dans le sud-ouest, et je pense que si on pouvait recréer des flux financiers depuis les métropoles vers les territoires ruraux pour le maintien d'une forme de souveraineté ou d'autonomie alimentaire, je ne parle pas d'autosuffisance, ou pour la gestion des espaces naturels, ce serait intéressant. C'est un peu court-circuiter les circuits régionaux ou départementaux, mais en tout cas la richesse est dans les métropoles, donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Et aujourd'hui, c'est aussi des formes de réciprocité qui sont à construire. Les métropoles sont en demande, elles ne sont pas prêtes forcément à payer, mais c'est ça qu'il faudrait arriver à faire, quoi, je trouve. Un dernier mot. Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'était, je pense, juste un angle différent et mettre plutôt... Voilà, non, mais c'est sur des dangers qui peuvent se poser si les choses ne vont pas dans ce sens-là, justement. Et je dirais que le maître mot, effectivement, la solidarité me semble particulièrement important, y compris à d'autres échelles. On a vu qu'il y a des communes, par exemple, qui demandent d'interdire les pesticides, ce genre de choses. Moi, je dis, si une commune souhaite interdire les pesticides, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut justement de nouvelles solidarités avec les agriculteurs locaux pour que les conséquences-là ne reposent pas que sur leurs seules épaules. Si on met en place de nouvelles solidarités, de nouveaux circuits pour les accompagner, les encadrer, trouver des circuits économiques qui leur permettent d'écouler leurs produits, ce n'est pas un souci, mais ça ne va pas être des mesures qui reposent sur les épaules individuelles. Et je dirais qu'entre les territoires, finalement, c'est un peu la même chose. Écoutez, Alexandre, Thomas, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous pour votre attention.